Here we go, fighting just to see another. Hey, salut tout le monde, c'est The Boys et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Pourquoi pas l'évolution. Donc tout d'abord avant de commencer, j'ai quelques précisions à faire sur certains trucs. Tout d'abord, certains, pour pas les nommer, m'ont dit que le premier épisode était trop long. En effet, il avait duré 1 heure et quelques. Puis en fait, c'est pas trop dans mes habitudes de faire des vidéos longues de même. Sauf qu'il faut comprendre que les études que je vous donne là maintenant sont toutes déjà faites à l'avance. Puis vous comprendrez également que j'ai pas non plus j'ai pas vraiment le temps de les changer pour les raccourcir. Et donc, je vous les donne intégralement, les études, de la même manière que je les ai données à la jeunesse. Donc, si vous trouvez ça trop long, peu importe les raisons, c'est pour vous. Eh bien, il y a une magnifique fonctionnalité de YouTube qui fait en sorte que quand vous quittez une vidéo en plein milieu, quand vous revenez dessus après un certain temps, supposons le lendemain, eh bien YouTube fait en sorte que vous recommenciez un petit peu avant où vous étiez rendu, comme pour prendre le rythme du vidéo. Et donc vous pouvez regarder les études en 3, 4, 5, 6 shots différentes. Puis moi je m'en fous un peu de la manière dont vous le regardez. Moi je vous livre les informations. C'est à vous de faire ce que vous en voulez avec. C'est à vous d'être assez sage pour bref, vous aurez compris. Aussi, autre précision. Là, on est la 4e semaine du mois. Donc, normalement, cette vidéo-ci, j'aurais dû le tourner la semaine passée. Mais, si vous le savez toujours pas, peut-être que vous regardez pas mes vidéos de jeux vidéo. Mes vidéos que je fais présentement sur Mountain Blade. Eh bien, il faut savoir que j'ai été malade, le rhume. Que je suis sûr comme la fin de ça, là. Puis ça a fait en sorte avec une baisse de volonté, disons. Ça fait en sorte que j'ai pas tourné la vidéo. Mais je le tourne là, fait que mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Puis comme prévu, la semaine prochaine, il va y avoir le 3e épisode. Donc c'est pas parce que là je tourne cette vidéo la 4e semaine que là je déporte toute la sortie vidéo d'une semaine. Non, ça va continuer comme c'était supposé d'être. Donc c'était mes deux précisions. Faut aussi savoir, j'avais oublié de le dire, mais les longues vidéos vont probablement continuer pendant encore cet épisode-ci puis celui d'après. Parce qu'à compter de l'étude numéro 4, parce que ça c'est l'étude numéro 2, donc à compter de l'étude numéro 4, j'ai décidé de raccourcir mes études. Et donc, au lieu de durer 1 heure et quelques, ça devrait durer autour de 35 minutes. Donc, c'est ça pour ça. On va commencer parce que sinon on finira pas. Donc, le titre d'aujourd'hui, c'est la chasse au. Habituellement, on dit la chasse au trésor. Majoritairement, on dit quand on veut parler de chasse de quelque chose, on parle de chasse au trésor. La rue vers l'or et tout. Mais aujourd'hui, on va parler de la chasse aux hommes singes. Parce que je sais plus aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était vraiment une mode.
C'était aussi tous les scientifiques, tous les paléontologues, quasiment, en tout cas ceux qui recherchaient les hommes singes pour prouver que ça existait, ils ont tous fait comme une genre de chasse au trésor d'hommes singes. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va parler des hommes singes en fait. Parce que beaucoup prétendent de dire ah ça c'est un homme singe, ça aussi c'en est un, ça aussi c'en est un. Puis la grande majorité du monde pense que les hommes singes ça a réellement existé. Mais avant tout, une petite introduction, un petit rappel de la dernière étude. Donc, premièrement, on avait vu diverses opinions de divers scientifiques qui étaient toutes néfastes envers l'évolution, c'est le but. Puis c'était autant des scientifiques créationnistes qu'évolutionnistes. On a même eu des opinions d'athées. On avait vu aussi que les musées essayaient de nous tromper par divers moyens. On avait vu aussi qu'il y avait un problème assez évident avec les fossiles. Ça, on va en revenir plus particulièrement quand on va parler de la géologie, mais ça, c'est pas tout de suite. On avait vu le cas du cheval. On avait vu que, bon, le cheval, c'était... ça fait quand même longtemps que ça a été prouvé que c'est pas vrai, l'évolution du cheval. Puis pourtant, mine de rien, ça continue à être enseigné. Ensuite, le cas de la baleine. Le cas de l'Archéoptérix. Et donc, le chapitre qu'on va étudier aujourd'hui, le chapitre 3, est intitulé « Le paroxysme du délabrement moral ». Donc, si vous vous rappelez au dernier épisode, on avait vu que tout était mis en œuvre pour tromper le citoyen moyen, c'est-à-dire toi et moi. Toi qui regardes mon vidéo, là, tout est mis en œuvre pour nous tromper. Je n'avais pas réellement donné de preuves, je vous en avais donné en fait quelques-unes. Mais là, on va le voir plus particulièrement aujourd'hui. Avec les hommes singes. Et d'abord, qu'est-ce qu'un paroxysme? Ben, souvent, on peut regarder le titre d'un article de journaux, n'importe quoi d'un livre. Puis souvent, il y a des mots qui sont compliqués, puis vu que c'est un titre, on va se dire, bon, on ne cherchera pas à comprendre. Mais pourtant, c'est assez important de comprendre le titre. Et un paroxysme, dans un cadre médical, c'est en fait la phase d'une maladie où les symptômes vont être les plus intenses. Donc, vous comprendrez ici que on compare un peu le délabrement moral, c'est-à-dire un peu genre l'hypocrisie de certains scientifiques. On va comparer ça à une sorte de maladie. Puis on va dire, les hommes singes, c'est comme la phase de cette maladie-là où est-ce que les symptômes sont les plus intenses. C'est-à-dire où est-ce que vraiment c'est comme le bout du bout. Là. On peut pas aller vraiment plus loin dans les tromperies. Ça, je vous dis ça de même, mais je vais vous prouver pendant toute le vidéo d'aujourd'hui que c'est ça. Donc, premièrement, qui a parlé d'hommes singes? Il y a les hommes singes, d'abord, il faut comprendre que aujourd'hui, on en recense beaucoup. Je vous en donner une liste non exhaustive tantôt. Mais les prétendus hommes singes qu'on avait trouvés, pour la plupart c'était tous des scientifiques, mais d'autres fois c'était du monde un petit peu au hasard qui les découvrait. Mais que suite à ces hommes singes-là, les fossiles, suite à des examens plus poussés, on arrivait à la conclusion que ces hommes singes-là, c'est soit des hommes ou soit des singes.
Il n'y avait pas de milieu, il n'y avait pas de zone grise. C'était noir ou blanc. Homme ou singe. Donc, par exemple, des exemples de singes, il y avait, par exemple, le Ramapithèque, l'homme de Java qu'on peut aussi appeler le Pithécanthrope. Il y a aussi l'homme de Pékin. Il y a également Lucie, la fameuse Australopithèque, qu'on dit être notre ancêtre comme le plus ancestral. Puis des exemples d'hommes, eh bien on a l'homme de Néandertal, qui est un homme à part entière, et non pas un genre d'hybride. L'homme de Cro-Magnon, puis l'homme d'Edelberg. Donc, bon, pour la plupart, je me doute bien que c'est des noms que vous connaissez pas, mais c'est pas grave. Je me doute bien que Lucie ou l'homme de Néandertal ou l'homme de Cro-Magnon, vous le connaissez pour la plupart tous, ouais. Donc, comme j'en ai parlé au début de l'épisode, c'est comme une chasse au trésor. Sauf que la chasse au trésor est toujours pas terminée. Parce que l'ancêtre, comme le plus reculé, le chaînon manquant, comme on peut appeler, il est toujours recherché, il est toujours manquant. Donc, par exemple, il y a... Là, excusez-moi, avec mes notes, je me perds. C'est quoi? Là, excusez-moi, j'arrive pas à comprendre c'est quoi j'ai fait avec ces... Ok, ouais, je comprends. Ouais, ok, c'est bon. Donc, l'homme de Piltdown. Donc, l'homme de Piltdown a été trouvé par deux bonhommes. Premièrement, il y a ce monsieur-ci et ce monsieur-là. Le premier que j'ai montré, il s'appelle Arthur Smith Woodward. Il est un paléontologue. Puis lui, il est assez haut placé. Lui, c'était le directeur du musée d'histoire naturelle à Londres. Le monsieur à droite, il s'appelle Charles Dawson. Puis lui, c'est un archéologue amateur. Donc, il commençait dans le métier. Puis auparavant, il était un docteur en médecine. Donc, c'était un homme qui avait fait beaucoup d'universités. Puis ces deux hommes-là, ils ont trouvé, à tout hasard, l'homme de Piltdown. Dans une sablière, justement à Piltdown, parce que c'est là qu'on l'a trouvé. On l'a appelé comme ça parce qu'il venait de là. On l'a trouvé dans une sablière. Puis tout ce qu'on a trouvé, c'est une mâchoire, puis une partie d'un crâne. Donc on a pris ça, la mâchoire, le crâne, puis on a appelé ça l'homme de Piltdown. Donc là, déjà là, il y a quelque chose qui ne marche pas en partant. Là, imaginez, là, on nous dit que l'homme de Piltdown est un homme singe, mais tout ce qu'on a trouvé de cet homme singe-là, c'est une mâchoire et un bout de crâne. On n'a pas trouvé un crâne complet, on n'a pas trouvé un squelette complet pour vraiment l'identifier et dire c'est vraiment un homme singe. On a juste trouvé un bout de crâne puis une mâchoire. Donc ça n'avait vraiment pas de sens. Déjà en partant. Mais, en plus, quelques années plus tard, on a mis la mâchoire, le crâne, sous les tests au fluorure. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du fluor sur la mâchoire puis le crâne. Puis ça, c'était supposé nous donner l'âge. Okay? Fait que on s'attendait à ce que ça aille environ 500 000 ans. Puis c'est ce qu'on nous disait. Mais en fait, il s'est avéré que la mâchoire avait seulement environ 40 ans. Donc imaginez, c'était juste c'était une mâchoire d'homme normal. Puis le crâne datait de 2000 ans. Donc il datait d'environ
Environ les années... dans les années 0 environ, tu sais. Puis on a découvert par la suite, au microscope, que les dents avaient été limées. Puis que le tout avait été badigeonné au bichromate, puis au sel de fer, pour donner au genre au fossile une apparence de grand âge. Donc tout avait été prévu d'avance pour essayer de nous tromper. Puis en fait, des années plus tard, on a découvert la vérité, puis c'est avéré que l'homme de Piltdown, donc ouais, Piltdown c'est en Angleterre, là. C'était en 1912. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette étude-là, fait que ça se peut que je fasse un petit peu les choses à l'envers, parfois. Donc, fait que voici une photo de ce qu'on avait trouvé. Puis la partie brune en arrière, c'est la reconstitution du crâne au complet. Donc la partie claire, c'est juste ce qu'on a trouvé. On n'a pas trouvé le crâne au complet. Donc on a appelé ça Lewanthropus dawsoni, ou encore l'homme de Piltdown. Puis on s'est dit, wow, c'est le chaînon manquant. Mais là, comme j'ai dit, on a tout testé ça fluorure, la mâchoire avait 40 ans, le crâne 2000 ans, on avait découvert qu'au microscope que les dents avaient été limées, que le tout avait été prévu pour que ça aille à une apparence de grand âge. Finalement, la conclusion qu'on a pu en tirer, c'était pas un homme. C'était pas un singe non plus. C'était juste une fraude. Ensuite, deuxième homme singe, le Pithecanthrope. Donc, le Pithecanthrope qui a été découvert par ce monsieur-ci, qui s'appelle Marie-Eugène François-Thomas Dubois. Puis lui, c'était un anatomiste. Donc, lui, il étudiait l'anatomie. C'était le genre de gars qui allait disséquer le porc pour aller voir comment ça marchait son estomac, tu sais. Puis lui, il est parti des Pays-Bas. Lui, il vivait au... je sais pas à quelle ville exactement, mais il vivait dans ce coin-là, aux Pays-Bas. Puis il a entrepris un grand voyage pour se rendre jusqu'à la mer de Java. Ici. Mais là, je sais pas si vous vous en doutez. Mais regardez. Voici une carte du monde. Les Pays-Bas, là je vais le pointer avec la souris. Ok, vous voyez la souris. Les Pays-Bas, c'est ici. Nous, moi actuellement, je tourne la vidéo, je suis au Québec, je suis ici, ok. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo qui sont en France, c'est proche. Puis, il a fait le voyage pour se rendre jusqu'à... Oups, je viens de perdre ma souris, où est-ce qu'elle est? Ok, voilà, ici. Donc il a fait le voyage d'ici, puis il est allé jusque là. L'île de Java, c'est ici. Donc il a parcouru la moitié du globe. Et donc voilà une magnifique animation pour illustrer le voyage qu'il a fait. Mais donc il a parcouru la moitié du globe pour aller découvrir un homme singe. Il s'est dit un bon matin, ah bon, ça me tente d'aller trouver un homme singe, fait que je vais parcourir la moitié du globe pour aller jusqu'en Java. Déjà là, en partant, là, il n'y a pas beaucoup d'objectivité scientifique. Puis ça, c'est entendu, là. Puis, sa découverte, c'était quoi? C'était cela. Mais ça, bien entendu, c'était pas le véritable crâne. Les photos qu'on a aujourd'hui. Puis tout ce qu'il a montré, en fait, c'est un moulage du crâne. Donc il a pris le véritable crâne, il a fait un moulage avec, puis c'est ça qu'il a montré. Sa véritable découverte, il l'a gardé caché. Ça, on se demande pourquoi. Hein. Puis en fait, tout ce qu'il a trouvé, c'était un fémur et un crâne. Donc un fémur, c'est un os de la jambe. Donc il a découvert un crâne, un fémur, puis il a nommé cet arrangement le Pithecanthropus erectus. Donc erectus, peut-être que ça vous dit
plus quelque chose, l'Homo erectus, mais c'est ça, le Pithecanthrope. Donc, encore là, c'est pas un squelette complet, c'était un fémur, puis un crâne. Par contre, là, je sais pas si... Ok. C'est bon, ok, je vais laisser là au pire. Donc, par contre, ce qu'il avait omis de dire, puis ça, il l'a avoué bien plus tard, c'est que le fémur qu'il avait trouvé, l'os de la jambe, avait été trouvé 15 mètres en aval du crâne. Donc, imaginez une petite montagne. Puis, imaginez qu'au niveau du sol, vous trouvez le fémur. Ben, en aval, ça veut dire que 15 mètres plus haut, sur la colline, il trouve le crâne. Donc, quand même une grande différence. Puis là, on se doute bien que ça appartient pas au même individu. Puis le crâne avait été trouvé aux côtés de deux crânes, celui-ci donc, affiché à l'écran, et qui s'appelle Wadjak 1, et un autre crâne ici, qui s'appelle Wadjak 2. Par contre, ces deux crânes-là, c'est des crânes d'êtres humains. Et donc, lui a gardé caché sous le plancher de sa chambre pendant 26 ans sa découverte et ces deux crânes-là. Parce qu'il savait bien que s'il les montrait, ça en était fini de son homme singe. Là. Puis il allait tout perdre sa renommée et tout. Mais avant de mourir, Dubois a fini par avouer sa fraude. Puis depuis ce temps-là, même si on continue à l'enseigner dans les écoles, l'Homo erectus ou le Pithecanthrope, ça fait longtemps que c'est prouvé que c'est pas vrai. Ensuite, donc la conclusion de ça, c'est que c'était pas un homme, mais c'était un singe. Parce qu'avec avec quelques études qu'on a faites sur le crâne qu'il avait trouvé, puis le fémur, c'est que ça appartenait à un singe. Ça appartenait à un grand gibbon. Donc une espèce de singe pas de queue qui se promène un peu les bras ballants. Mais c'est ça. Et maintenant, on vient à un homme singe que tout le monde connaît, j'en suis sûr. L'homme de Néandertal. Donc, on a trouvé dans cette grotte, ben, la reconstitution en fait, parce que ça n'a pas l'air vraiment d'une grotte, on dirait qu'on voit une oreille à droite. Mais en bref, dans une grotte qui ressemblait à ça, c'est là qu'on l'a trouvé. Parce qu'en fait, on a trouvé l'homme de Néandertal, son nom scientifique c'est l'Homo bon, je vais essayer de le dire comme il faut. L'Homo neanderthalensis. Bon, ok. C'est ça. J'aime mieux dire l'homme de Néandertal. C'est plus facile à dire. Mais donc, on avait trouvé ça, l'homme de Néandertal, l'homme singe, dans une grotte ici de la vallée du Néandertal. La vallée du Néander, ouais. Pas du Néandertal, la vallée du Néander, qui se trouve en Allemagne, près de Düsseldorf. C'est une ville en Allemagne. Puis il y a un homme appelé, c'est lui là, Marcelin Boule. Lui, c'était un paléontologue, un paléoanthropologue et géologue. Donc lui, il travaillait vraiment dans la terre, il trouvait les fossiles, il trouvait, disons, les traces de civilisation. Il travaillait la roche, puis tout. Puis lui, il s'est dit, je vais reconstruire l'homme de Néandertal à partir des squelettes qu'on a découverts. Fait que là, cette fois-là, l'homme de Néandertal, c'est une preuve un petit peu plus conséquente, parce que là, on a trouvé plusieurs squelettes, puis c'était des squelettes entiers. Bon, c'était pas des bouts d'os un petit peu éparpillés un peu partout qu'on avait trouvé comme les deux précédents cas. C'était des squelettes complets. Et donc, après qu'il l'ait reconstruit, on a commencé à l'afficher dans les musées. On l'affichait un petit peu comme ça, avec le dos rond. Il marchait sur la plante des pieds extérieurs. Enfin, juste pour information, nous on marche sur la plante des pieds intérieurs. Les autres, on disait qu'ils marchaient sur la plante des pieds extérieurs.
Puis ils marchaient avec leur massue sur l'épaule, entraînant la femme par les cheveux. C'est pas de parfaits hommes singes, ça. On avait trouvé, donc, le chaînon manquant. Sauf que, après, parce que toujours, il y a toujours des études qui se font, tout le temps, après découverte. Puis on a découvert que les ossements avaient diverses maladies, comme le rachitisme, qui est une maladie de la croissance, qui va toucher le squelette par manque de vitamine D. Donc, on avait trouvé les hommes de Néandertal, puis ils étaient un petit peu plus petits que nous. Fait qu'on se disait, vu qu'ils sont un peu plus petits, c'est sûrement nos ancêtres. Eh bien, en fait, c'est qu'ils étaient atteints de rachitisme. Puis à cause de ça, c'est qu'ils grandissaient pas aussi vite, puis ils restaient petits. Puis, ils étaient atteints aussi d'ostéoarthrite, ce qui explique leur dos rond. Parce que l'ostéoarthrite, ce que ça fait, c'est que ça fait en sorte que tes os ils te font mal. Donc, avoir le dos droit, ça signifie avoir vraiment une bonne posture, que tous les os se tiennent comme il faut. Mais avec l'ostéoarthrite, ben là, tes os te font mal, fait que t'as tout le temps tendance à courber le dos. Et donc, c'est ce qui expliquait aussi leur dos rond. Puis, on avait aussi omis que de la manière qui avait été reconstruit, on avait pris le gros orteil, on avait pris le petit orteil, le 5e, puis on les avait retournés de bord. On avait tout interchangé les orteils pour donner l'illusion que l'homme de Néandertal, il marchait sur l'extérieur des pieds. Parce qu'en fait, si on retournait le pied à l'envers, ben là, l'intérieur est rendu à l'extérieur, et donc, il doit marcher sur l'extérieur. Parce que le pied est fait comme ça. Donc, une conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure, c'est que l'homme de Néandertal, c'était pas un singe, mais c'était un homme qui souffrait juste de diverses maladies. Ensuite, venons-en à l'Australopithèque. L'Australopithèque, ça veut dire singe du Sud. Donc, en parlant du Sud, ça veut dire de l'Afrique. Puis là, il y a plusieurs ossements qu'on a retrouvés. Par exemple, le Zinjanthropus, l'Homo habilis, que vous avez sûrement déjà entendu parler à l'école. Pour ceux qui me regardent et qui vont à l'école. Ou encore le crâne KNMR 1470. Donc ce crâne-là, on dit c'est un crâne d'Australopithèque. Ou encore, j'en ai parlé au début, Lucie. Mais bon, il y a des questions à se poser là-dessus. Notamment parce que ce monsieur-ci, qui s'appelle Solly Zuckerman, lui c'est un fonctionnaire puis un zoologiste. Donc lui, lion fonctionnaire, mais zoologiste, il étudie les animaux. Puis lui, c'était un des premiers à aller étudier les primates. Excusez-moi, je viens de toucher mon micro. Ok. Puis lui, il a étudié l'Australopithèque pendant 15 ans. Donc 15 ans de sa vie, là, il a étudié l'Australopithèque. Il a pris les preuves, il les a regardées attentivement. Il a tout fait l'analyse de tout ça. Puis lui, à la fin de ses 15 ans, donc imaginez 15 ans, c'est vraiment long. Si vous n'avez pas encore 15 ans et que vous regardez cette vidéo, ben là, imaginez. Sinon, ben, essayez de vous rappeler 15 ans en arrière dans votre vie, c'est un peu difficile. Pour ma part, j'ai 19 ans, puis j'arrive pas à me rappeler qu'est-ce que je faisais à 4 ans. Mais imaginez, 15 ans, là, c'est long. Puis après 15 ans, lui a conclu que l'Australopithèque, c'est un singe à 100%. Donc, lui, c'était un expert des primates. Il a étudié l'Australopithèque pendant 15 ans,
Puis il vient dire que que c'était un singe à 100%. C'est fort. Il y a aussi ce monsieur-ci. Lui, c'est Charles Oxnard. Donc, c'est bizarre, j'ai pas sa date de naissance, mais j'ai sa date de mort. Mais lui, c'est un ex-professeur de l'Université de Chicago. Donc, il avait été professeur à l'Université de Chicago. Après ça, après avoir fait ça, il était physicien. Donc, il travaillait la physique. Puis après avoir fait ça, il est devenu anatomiste. Donc, un peu à l'image de monsieur Dubois, au début, dont j'ai parlé. Il étudiait le corps des organismes. Puis lui a fait l'analyse des ossements de l'Australopithèque par ordinateur. Puis sa conclusion, elle a été que l'Australopithèque, il se tenait pas debout, comme on l'affirmait, mais qu'il marchait en s'appuyant sur ses poings. Un peu comme le gorille. Puis ces genres de singes-là, on les appelle les knuckle walkers. Donc en français, c'est littéralement les marcheurs sur les poings. Donc, ils marchent sur les poings. Donc Zuckerman, c'est lui qui avait étudié pendant 15 ans l'Australopithèque, il a affirmé que si l'homme avait évolué des singes, c'est sans aucune trace fossile. Puis ça, c'est très fort, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de trace fossile, c'est qu'il n'y a pas eu évolution. Et donc, qu'on ne descend pas du singe. Et donc, qu'on est comme entre guillemets, une espèce animale qui est vraiment à part, puis qu'on est vraiment privilégié, vu notre intelligence qui est vraiment au-dessus de toutes les autres. Donc, conclusion. L'Australopithèque, c'est pas un homme, mais c'est un singe. Un knuckle walker. Ensuite, venons-en maintenant au summum de la tromperie. Parce que bien entendu, il y a des trucs que c'était vraiment comme pas croyable. C'était le jugement de Scoop. Donc le jugement de Scoop, c'était un jugement qui s'est passé aux États-Unis à la cour. Puis ce jugement-là, il y a du monde qui voulait condamner Scoop, John Thomas Scoop, qui est un professeur. Il voulait le condamner à une amende de 100$ pour avoir enseigné l'évolution dans son cours. Donc c'est un professeur. Puis lui, il avait enseigné l'évolution. Puis apparemment que dans le temps, parce que le jugement de Scoop s'est passé dans les années 1925, puis dans le temps, il y avait dans certains États, des États-Unis, il y avait des lois qui interdisaient aux professeurs d'enseigner l'évolutionniste. Fait que là, de tout ça a vu naître un débat qui était vraiment effroyable, qui s'arrêtait plus entre les évolutionnistes et les créationnistes. Parce que les créationnistes savaient bien que s'ils réussissaient à gagner le débat puis à gagner à la cour, que là, les créationnistes ils allaient prendre une sérieuse débarque, puis que les évolutionnistes allaient avoir un sérieux rebond. Puis le moment crucial de ce débat-là, c'est quand Darrow a invité Brian à la barre des témoins. Donc ici, on a Clarence Darrow, qui est un avocat à la défense. Donc lui, c'est un avocat. Il était évolutionniste, puis il défendait Scoop. Puis il a appelé Brian. C'est lui, Brian, ouais. William Jennings Bryan. Lui, c'est un pasteur. Puis lui, c'était l'avocat de la couronne, puis c'est un homme politique. Donc lui, il voulait faire accuser Scoop. Puis là, Darrow, je me demande si j'ai une autre question. Ok. Une autre question, une autre image. Puis là, Darrow a demandé à Brian s'il savait que le Nebraska avait été ouais, non, je recommence. Darrow, il a demandé à Brian
s'il savait que dans le Nebraska avait été découvert une nouvelle race d'hommes-singes. Donc Brian, il a dit qu'il n'était pas au courant, puis qu'il n'en croyait pas un traître mot. Donc il ne croyait vraiment pas. Donc là, Darrow a invité, lui, le monsieur que j'ai fait apparaître un peu trop tôt, a invité Henry Fairfield Osborne à la barre des témoins. Donc lui, c'était le paléontologue le plus respecté aux États-Unis. Puis lui, c'est un spécialiste des mammifères disparus. Fait que, qui de mieux à être appris à la barre des témoins? C'est difficile de trouver. Fait que... Puis Osborne a affirmé que la découverte avait été faite en 1922. Puis qu'on avait vraiment découvert toute une race d'hommes-singes. Fait que Brian, il restait quoi? Il savait pas quoi répondre. Puis au final, les évolutionnistes ont gagné le débat. Fait que là, après ce débat-là, il y a certaines personnes qui sont restées sceptiques face à ça, puis ont fait des recherches. Puis là, on a trouvé que... Là, je me demande si j'aurai une photo de lui. Non, j'aurais pas de photo de lui. Okay. Donc, on a trouvé que la découverte avait été faite par un homme appelé Louis Harold Cook. Puis, lui, c'était un éleveur. Puis, après avoir fait sa découverte dans le Nebraska, il est devenu géologue suite à ça, parce qu'il était tellement renommé que... Ah non, j'ai une photo de lui, tiens. D'accord. Puis, ce qu'il avait découvert, c'est justement l'Hesperopithecus Harold Cooki. Donc, en d'autres termes, l'homme singe de Cook. Mais par contre, ce qu'on a découvert, c'est que sa preuve, c'était pas une mâchoire. C'est pas un crâne, c'est pas un squelette. C'était simplement une dent. Une simple petite dent. On avait trouvé une dent. Puis là, après ça, on est allé affirmer qu'on avait découvert toute une race d'hommes-singes. Comme ça, on avait découvert des centaines de squelettes. Mais c'est pas tout. Parce que quelques temps plus tard, on a découvert une autre dent. On a découvert une autre dent. Sauf que cette dent-là était rattachée à une mâchoire. Cette mâchoire-là était rattachée à un crâne, qui était rattaché à un squelette. Mais pas un squelette d'homme-singe. Un squelette... Bon, ça c'est la dent. Un squelette... Bon, une mâchoire, ok, c'est correct. Ouais, c'est ça, bon, voilà, la photo que j'attendais. Donc, un squelette de pécari, qui est une espèce de cochon. Donc, ça l'a même appelé... ça l'a même amené Duane Tolbert-Gish. Ouais, vraiment, les points d'exclamation, ça exprime vraiment la surprise qu'on a. Mais c'est une dent de cochon. Hein? Puis, ça l'a amené cet homme-ci, Duane Tolbert-Gish, qui est mort vraiment tout récemment en 2013. C'est un biochimiste et un expert en fossiles. Puis ça l'a amené à dire il ne s'agit ni d'un homme proche de il ne s'agit ni d'un singe proche de l'homme, ni d'un homme proche du singe, mais tout simplement d'une espèce disparue de porc. Je crois qu'il s'agit là d'un cas où un savant a fait un homme à partir d'un porc, et où un porc a fait un singe à partir d'un savant. Donc, c'est une citation assez vraie dans les circonstances, puis il a même mis une petite pointe d'ironie à la fin. Où est-ce qu'un porc a fait un singe à partir d'un savant? Moi, j'ai trouvé assez drôle en analysant pour la première fois. Sauf que, on continue à présenter cet homme-singe-là dans toute sa gloire dans les musées, dans les manuels scolaires. Est-ce qu'on parle vraiment d'une race d'hommes-singes? Je pense qu'on parle plutôt d'une dent de porc, un cochon. Donc, c'est pas un homme, pas un singe, un cochon. Ensuite, il y a autre chose dont je veux vous parler avant la fin.
quelques autres trucs en fait. On va voir. Ah oui. La récapitulation embryonnaire. Donc si vous ne savez pas c'est quoi, c'est normal. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est normal. Je vais l'expliquer. Tout d'abord, c'est ce monsieur-ci qui a émis cette théorie, que lui, il s'appelle Ernst Henrik Philipp August Haeckel. C'est un biologiste, un philosophe. Puis c'est lui qui a rédigé cette théorie-là, la récapitulation embryonnaire. Puis en fait, ce que ça dit, cette théorie-là, c'est que l'ontogenèse récapitule la phylogenèse. Donc encore là, si vous n'avez rien compris, c'est normal. En d'autres termes, c'est que le développement biologique d'un individu dans le ventre de sa maman, dans le ventre de sa mère, que ça récapitule toutes les phases de l'évolution. Donc en d'autres termes, selon cette théorie-là, toi, celui qui me regarde, au début, quand tu étais un fœtus, au début tu étais seulement une cellule unique, tu es devenu, après ça, multicellulaire. Ça c'est vrai, parce que le fœtus c'est ça. Mais après ça, ça dit que d'un être multicellulaire, tu es devenu un poisson. Après ça, d'un poisson, tu es devenu un amphibien. Alors ça, d'un amphibien, tu es transformé en reptile. Alors ça, d'un reptile, tu t'es transformé en oiseau. D'un oiseau, tu t'es transformé en mammifère, comme une petite souris. De ce mammifère-là, tu t'es transformé en singe. Du singe, tu t'es transformé en singe. Puis finalement, après avoir été un homme singe, tu deviens un homme. Donc, je sais pas si y a encore du monde qui croit ça aujourd'hui. Mais c'est tout simplement niaiseux et c'est vraiment absurde. Puis en fait, avec les avancées de la médecine, on a bien vu que c'était pas vrai. Que dans le fond, on est resté du moment où est-ce qu'on a été conçu par nos parents, on est resté un homme, un être humain, jusqu'à notre naissance. On s'est jamais transformé. Puis en fait, pour appuyer sa théorie, Haeckel a fait des croquis du fœtus. Donc je sais pas si... Ok, non. Donc Haeckel a fait des croquis du fœtus. Sauf que plus tard, avec une meilleure connaissance du fœtus, donc avec l'avancée de la médecine, comme j'en parlais, on a découvert que dans ces croquis, il avait fait des malformations, puis des altérations qui s'avéraient intentionnelles. Donc il avait intentionnellement modifié ses dessins du fœtus pour prouver sa théorie. Donc par exemple, il a ajouté des branchies au fœtus à un moment donné, ou après ça, il a rajouté une queue, ou des affaires du genre. Mais pourtant, c'est jamais le cas. Haeckel a été traduit en justice au tribunal de l'université de l'INA. Et il a été reconnu coupable pour cette théorie-là qui s'avérait vraiment mensongère. Puis suite à ça, il a dit « Je suis condamnable à 100%, mais relevons le fait que des centaines d'observateurs et biologistes, parmi les meilleurs, tombent sous le même couperet de la même condamnation. » Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que oui, je suis condamnable à 100%, j'ai fait ça pour appuyer l'évolution. Sauf qu'on ne devrait pas oublier qu'il y a des centaines de scientifiques qui font la même chose que moi. Puis qui déforment la réalité pour appuyer l'évolution. Donc c'est une affirmation qui est assez frappante. Qui vient vraiment mettre en phase le fait qu'on est vraiment trompé par le monde scientifique. Ensuite,
ce qui est tragique, c'est que cette théorie-là là, de la récapitulation embryonnaire a continué à être enseignée dans plusieurs écoles, dans plusieurs universités même. Même si sa fausseté a été établie depuis longtemps. Donc vraiment, là, surtout dans l'enseignement, les évolutionnistes, ils font vraiment tout pour garder la théorie de l'évolution comme étant la mode. T'sais. Donc là-dessus, est-ce que les évolutionnistes c'est des champions de l'intégralité intellectuelle? Ou c'est plutôt des champions de la fraude? Est-ce que c'est une évolution de la science? Est-ce que la science s'améliore? Ou est-ce qu'il y a évolution, une amélioration de l'athéisme puis de la malhonnêteté intellectuelle? Qu'est-ce que j'ai ici? Une citation pour finir. Ah oui. C'est qui? Ouais, lui. Donc, lui, c'est Julian Sorrell Huxley. Lui, c'est un biologiste. Puis, ça a été le premier directeur de l'UNESCO. Puis, ça a été aussi le fondateur du WWF. Donc, il était vraiment actif. Puis, il y avait beaucoup de choses à faire. Puis, lui a dit, nous avons tous sauté sur l'origine. Donc, entendez l'origine des espèces de Darwin. Là. Donc, sur l'évolution, dans le fond. Donc, nous avons tous sauté sur l'évolution. Parce que... Parce que quoi? Quelle raison ce grand homme de science allait invoquer? Il aurait peut-être pu dire, parce que les preuves sont objectives et sont scientifiques. Il aurait pu dire, les preuves sont irréfutables. Il aurait pu dire que la théorie de Darwin, l'évolution, a des preuves convaincantes. Puis que vraiment, ça met hors de tout doute le fait que c'est la vérité. Mais non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, nous avons tous sauté sur l'évolution parce que la notion de Dieu faisait obstacle à nos mœurs sexuelles. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que on a adhéré à l'évolution parce que si on n'adhérait pas à l'évolution, c'est comme si on se faisait obligé d'être des religieux. Mais on veut pas ça parce que ça fait obstacle à notre mode de vie. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils sont allés vers l'évolution parce que dans l'évolution, ça sous-entend pas de Dieu puis qu'ils peuvent vivre n'importe comment. Donc, Dieu est en cause là-dedans. Puis c'est à cause qu'ils veulent pas admettre que Dieu existe ou qu'il y a un Dieu qu'ils sont allés vers l'évolution. C'est pas parce que l'évolution, c'est la vérité, que les preuves sont irréfutables, qu'elles sont convaincantes. Non. C'est à cause que Dieu, il faisait obstacle à leur mode de vie. Puis ça, c'est assez important à noter. Donc, c'est des faits scientifiques ou une farce colossale? Est-ce que c'est une objectivité scientifique ou c'est simplement une vaste imposture, une grosse tromperie? Donc, pour conclure, je sais pas ça fait combien de temps, ça fait quasiment 1 heure. Cette fois-ci, ça va être moins long. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Premièrement, on peut conclure que les hommes singes n'ont jamais existé. Ça, c'est évident, je l'ai prouvé à travers 5-6 cas. Les hommes singes n'ont jamais existé. Puis s'ils ont déjà existé, c'est que l'archive fossile le prouve pas. S'ils ont déjà existé, c'est qu'ils n'ont pas laissé de preuves dans l'archive fossile. Et donc, s'ils ont déjà existé, c'est qu'ils existent encore. Mais vu qu'on n'en trouve pas, c'est qu'ils n'ont jamais existé. Ensuite,
les prétendus cas d'hommes-singes étaient soit des singes ou soit des hommes. Puis même, dans certains cas, des cochons. Si vous vous rappelez du jugement de Scoop. Ensuite, plusieurs fois, on a trompé le public en imaginant purement et en reconstruisant le chaînon manquant. Donc, l'homme de Piltdown, Lucie, l'Australopithèque, l'homme de Néandertal, j'en ai nommé 3, mais il y en a d'autres. L'homme de Java, l'Homo erectus, dans le fond. Ensuite, la récapitulation embryonnaire, c'est de la pure fiction. Ok, c'est juste pour les films. Parce que dans la réalité, c'est pas du tout ça qui se passe. Puis en plus, toutes les absurdités, pour la plupart, sont encore enseignées dans les écoles aujourd'hui. Même la récapitulation embryonnaire. Donc, quel professeur vous enseignant l'évolution va pas vous dire que les hommes singes n'ont jamais existé? Non, ils vont tous vous dire qu'ils ont déjà existé, puis qu'il y a des preuves fossiles. Ah, les fossiles sont là. Mais le problème, c'est que c'est pas des fossiles d'hommes singes. Et ensuite, la raison de la popularité de l'évolution, c'est qu'un dieu est un obstacle pour leur vie. Puis c'est pas parce que l'évolution a des preuves irréfutables et convaincantes et ce qu'on vient juste de parler dans le fond. Donc, prochaine étude. Je vous invite donc à regarder cette prochaine étude-là que je vais tourner la semaine prochaine. Erreur et contre-vérité. En fait, non, c'est à partir de... Ah non, c'est à partir de la semaine prochaine, ça va être plus court. Ah bien, vous êtes chanceux. Ça va être chanceux, vous êtes chanceux. Ouais, non, je pensais que c'était plus tard, mais non, c'est... Ouais, ok, c'est correct. Donc, à partir de la semaine prochaine, ça va être des vidéos plus courtes sur le sujet. Donc, erreur et contre-vérité. Quelles sont-elles? Donc, on va voir ensemble quelques erreurs et contre-vérités, des mensonges que l'évolution a préférés un peu partout dans le monde scientifique. Mais ça, c'est pour la prochaine étude, donc j'arrête d'en parler parce que je vais m'emporter. Puis je vais continuer d'en parler pendant un autre 30 minutes. Mais vu que la vidéo dure déjà depuis 55 minutes, je vais m'arrêter. Et voilà, c'est la fin. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, ça vous a ouvert les yeux. Je vous invite à regarder le prochain qui va porter sur des choses tout aussi importantes. N'hésitez pas à écrire en commentaire vos questions, par rapport au sujet, vos commentaires. Je serais très heureux de pouvoir y répondre. Je suis assez calé dans le sujet parce que j'ai étudié et la création et l'évolution, donc je m'y connais pas mal. Même si j'ai juste un cégepien de 19 ans. Je m'y connais quand même pas mal assez pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, sur ce, moi je vous dis au revoir. On va se retrouver pour soit un prochain vidéo d'enseignement, ou soit pour la suite de nos aventures sur Mountain Blade. Allez, salut tout le monde!